Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Si vous ne connaissez pas encore Dorothée Truchot, tant mieux, car vous vous apprêtez à faire une vraie rencontre. Avec elle, nous parlerons Russie, où elle est connue pour avoir porté l'art de vivre à la française. Nous parlerons aussi métier. Pourquoi a-t-elle choisi l'indépendance face à tant de marques prestigieuses de l'immobilier de luxe ? Nous parlerons enfin communication, puisqu'elle est l'heureuse propriétaire d'un compte Instagram puissant et très glamour. Bienvenue donc dans ce nouveau portrait d'agent immobilier, tout en prestige, au son de la voix d'une femme aussi intelligente que belle. Bonjour Dorothée Truchot. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes agent immobilier spécialisé dans l'immobilier de prestige. On va parler plus tard des marchés sur lesquels vous êtes spécialisé, mais avant cela, j'aimerais que nous évoquions votre parcours. Parcours atypique puisque vous êtes connue pour être la Française qui parle russe, qui aime la Russie et qui entretient avec ce pays une relation forte, pour ne pas dire amoureuse. Alors pourquoi la Russie et puis pourquoi l'immobilier ? Alors la Russie, c'est une très longue histoire qui remonte à l'enfance. C'est une passion vraiment culturelle à l'origine, un amour de la danse classique, de la littérature, des vastes espaces et de l'âme russe. Et mon souvenir le plus ancien, c'est vraiment vers l'âge de 6-7 ans, où ma mère me demandait ce que je faisais et à qui je parlais. Et je disais, mais je parle russe et je vais retrouver mon palais à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est vraiment une passion qui s'est éveillée dès l'enfance. Et ensuite, j'ai eu le désir vraiment que ça soit un peu le fil conducteur de mes études. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire des études et d'apprendre le russe. Et j'avais un profil plutôt linguiste et littéraire qui s'est révélé au fil du temps. Vous avez d'ailleurs un compte Instagram sur lequel, dans le passé, vous vous adressiez en russe. Et ça, c'est tout à fait impressionnant pour un Français, puisqu'on sait à quel point cette langue est difficile et pleine de nuances. Oui, c'est une langue qui est en fait très riche, qui, une fois qu'on a passé certaines barrières d'apprentissage, sur tout ce qui est structure grammaticale, etc., finalement, dans la façon de penser, il y a beaucoup de similitudes avec le français. Et d'ailleurs, on retrouve aussi beaucoup de mots français dans la langue russe. Oui. Mais il est vrai que c'était très particulier de prendre cet angle et d'avoir ce désir en tant que Française de parler russe. Au russe, ça surprend toujours, même jusqu'à maintenant. Donc j'avais ouvert ce blog, cet Instagram, en me disant c'est parfait, je vais pouvoir parler russe aux Russes. Et j'ai dû surmonter beaucoup d'obstacles de timidité, bien que je sois pas trop timide, mais parce que j'avais peur de mal parler, j'avais peur d'être critiquée, etc. Et en fait, ça a été totalement l'inverse. Oui. Ça a suscité énormément de sympathie, de curiosité et d'échanges interculturels et puis ensuite d'échanges business. Oui, la Française qui parle russe. Et pourquoi l'immobilier alors ? Quel est le lien ? Alors, il y a tout un cheminement là aussi par rapport à l'immobilier. L'immobilier, pour faire court une longue histoire, l'immobilier rassemble, je pense, tout ce que j'aime. C'est-à-dire, et l'immobilier de prestige, parce que, comme vous le savez, je suis plus intéressée par l'immobilier de prestige. Peut-être que ça vient de l'intérêt pour le palais à Saint-Pétersbourg, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait une dimension, il y a tout ce qui a attrait au lieu d'habitation, à la maison, aux grands intérieurs, au décor. Donc ça, c'est l'aspect purement, on va dire, les murs, les meubles. Mais l'immobilier, en fait, me permettait au niveau relation humaine de me connecter aux gens tout en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire de la vente, tout en transmettant en fait à la clientèle plus particulièrement étrangère une dimension culturelle de notre pays. Et voilà, donc ça, c'est vraiment à la croisée des chemins. Et puis en plus est né également le désir d'avoir ma propre structure et d'être à mon compte. Donc être entrepreneur, indépendant et agent immobilier, tout ça en fait, ça cochait toutes les cases. Et au départ, j'ai commencé par le service dans la conciergerie et assez rapidement je me suis aperçue que je pouvais être limitée sur certaines choses et donc j'ai trouvé entre guillemets ce terrain de jeu absolument extraordinaire. On va peut-être revenir à la Russie avec une petite question parce que
Je suis certaine que les auditeurs vont se la poser. Pour certains de nos contemporains, la Russie, c'est un ex-ami très présent dans notre imaginaire collectif, vous l'avez dit, dans notre culture aussi, mais désormais aussi un peu encombrant. Comment est-ce que vous vivez cette évolution dans l'image de la Russie chez nos concitoyens et quelles répercussions cela a-t-il ou cela pourrait-il avoir dans votre quotidien de professionnel de l'immobilier ? Alors, il y a eu beaucoup de répercussions, évidemment. En fait, très bizarrement, la première répercussion, elle est venue non pas avec la guerre, mais avec le Covid. C'est-à-dire qu'après le Covid, il y a eu un changement géopolitique que nous, on a ressenti même en tant qu'anciens expats et en tant qu'anciens, on va dire, autour des personnes du milieu franco-russe. On a senti le vent tourner déjà. Et puis ensuite, comme vous le savez, pendant le Covid, tout a changé. Donc déjà, là, il y a eu une première rupture. Donc j'ai senti très nettement que si je me diversifiais pas, au niveau du business, si on parle sans affect, et bien au niveau du business, ça allait être compliqué. C'est-à-dire que j'avais effectivement cette image, ce label. Et heureusement qu'il y a eu le Covid, en fait, parce que ça m'a préparé à la suite des événements. Si je parle juste pour moi et si je parle juste business, on va dire, parce que les répercussions sont évidemment d'une dimension tout autre. Mais j'ai senti qu'il fallait effectivement élargir en fait mon profil, que ça soit mon profil, avant tout mon profil acquéreur, mon profil client. Et là déjà, j'ai commencé à me dire comment ça va se passer. Et ça a été confirmé effectivement ensuite avec ce contexte de guerre. Donc ça a créé en fait, si vous voulez, je me suis dit là, il faut que tu fasses un choix. Et je me suis dit, dans un premier temps, pour ne vexer personne et pour faire de la peine à personne, je vais arrêter de parler russe. C'était la seule alternative, en fait, parce que je voulais vraiment blesser personne et ça commençait à devenir compliqué en termes de retour. Et en même temps, ce qui était délicat, c'est que j'avais peur que les gens attendent de moi que je prenne position et que je prenne une mauvaise position. Et en fait, j'ai une position qui est tellement... comment dirais-je, je ne peux que rester humble dans cette situation parce que moi je suis pas un homme politique, je suis pas, voilà, donc moi j'ai une position qui est humaine. J'ai pris le parti d'arrêter de parler russe. Ça n'a été mal pris par personne, donc ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a donné l'impulsion pour parler en anglais et m'ouvrir à un public plus international, tout en gardant un lien en fait avec toutes les cultures. Néanmoins, j'ai toujours estimé qu'une langue, en fait, si vous voulez, reste un patrimoine culturel. Donc, de toute façon, on va dire que je trouve qu'on doit pouvoir s'exprimer dans la langue de son choix, quel que soit le contexte. Voilà, ça, il y a aucune raison qui puisse justifier aussi un anéantissement culturel comme ça. Et nous sommes dans le pays de Voltaire, donc il faut maintenir cette liberté de pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs cette liberté de pouvoir s'exprimer qui manque tant aux Russes en ce moment. Oui, en fait, moi, je ressens pas ça. Non, je le ressens pas parce que sur les réseaux sociaux, d'abord, les Russes ont cette capacité. Je parle des Russes et on va dire ex-Union soviétique, plus exactement, pour dire les Russes et tout ce qui est la Russie, pardon. Et donc tout ce qu'il y a autour comme pays, il s'exprime énormément sur les réseaux sociaux et c'est vrai que dans les gens que je regarde sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Telegram, les gens en parlent. Après, les Russes n'ont jamais eu l'habitude culturelle de s'exprimer sur la situation politique de leur pays. Et ça, c'est très français. Nous aussi, dans nos soirées, on a tendance à parler de politique. C'est quelque chose qui se fait moins culturellement dans tout un tas de pays. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas une omerta, mais en tout cas, si vous voulez, on n'a pas cette habitude de parler déjà de tout ce qui ne va pas. On est dans le présent, on est dans l'instant, les choses sont courtes, intenses, et on essaie de s'articuler sur des sujets qui vont plutôt éveiller quelque chose d'optimiste que pessimiste. Là, je parle en tout cas aussi plus spécifiquement dans mon entourage, on va dire. On va revenir à l'immobilier. Une autre question importante à se poser aussi, c'est pourquoi, ou est-ce qu'il est possible, et vous en êtes la preuve d'ailleurs, de pratiquer l'immobilier de prestige sans s'adosser à une marque ? Alors tout dépend des objectifs qu'on a déjà. Si c'est des objectifs, quels sont ces objectifs ? Voilà. Moi, j'avais ce grand désir de liberté
de pouvoir exprimer pleinement et de réaliser mon potentiel. C'est des grandes phrases. Mais on va dire qu'à la base, le support de pouvoir réunir tout ce que je voulais ne se trouvait pas dans une marque. Donc, soit je m'adaptais à un cadre et je m'adossais effectivement à une marque et je me pliais, soit en fait j'essayais de construire moi-même ce que je voulais, ce qui n'est pas du tout simple, c'est plein de défis et ça demande aussi d'ajuster certains objectifs en fonction de ses ressources. Donc effectivement, quand on est une structure, une petite structure ou une personne plus un réseau, on va pas avoir les mêmes objectifs, on va pas faire la même chose que si d'emblée on part sur une marque déjà existante. C'était ça en fait qui m'intéressait et ça c'est une vraie aventure humaine. Oui. Et c'est ça, je crois, qui me passionne. Et avec l'instinct de cette passion, j'arrive à tenir les moments difficiles et je m'accroche au mât, mais parce qu'au fond, je sais où je veux aller. Quelles compétences avez-vous dû aller chercher pour justement vous développer ? Oh là là, beaucoup. Plein. En fait, j'avais déjà j'avais ces compétences littéraires, relationnelles, linguistiques, qui sont quand même des compétences, je dois dire, qui apportent beaucoup dans la vente. Or, dans l'immobilier, il faut être déjà un bon vendeur. Mais c'est largement insuffisant quand on a une structure. Donc, il a fallu que j'aille chercher des compétences déjà techniques. Oui. Alors, j'ai fait un DESS de commerce international, donc j'avais des compétences mais qui étaient complètement has-been, il faut dire ce qui est, quand je me suis lancée, et pas adaptées en fait au monde de l'immobilier. J'ai dû aller chercher des compétences qui relèvent des compétences de l'entrepreneur et des compétences d'experts techniques en immobilier. Donc là, vive les apprentissages en urbanisme, auprès des notaires, auprès des avocats, savoir lire un contrat, etc., etc. Ça a été, j'ai toujours pas fini parce qu'en même temps, je pense qu'on est en constant devenir et c'est en plus aujourd'hui avec toutes les évolutions technologiques et toutes les mutations qu'il y a, on ne peut pas ne pas se former constamment. Je pense que la formation représente, je ne sais pas d'ailleurs en pourcentage de mon temps et de budget, mais c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, me semble-t-il, pour ne pas tomber du mât en fait. On va dire que c'est un requis minimum, mais ce n'est pas ça qui vous apporte aussi le succès. On vous voit souvent sur votre compte Instagram, c'est Dora Real Estate, dans le sud de la France, à Saint-Tropez, à Courchevel et à Paris. Ce sont là vos 3 marchés principaux ? Ce sont effectivement mes 3 marchés principaux. Courchevel, ça a été le début un petit peu de l'aventure parce que j'ai eu l'opportunité de partir à Courchevel, donc je ne faisais pas encore d'immobilier. J'ai eu une possibilité personnelle de partir là-bas et faire les saisons d'hiver. Donc j'en ai fait 8 et du coup j'ai aussi scolarisé ma fille l'hiver là-bas à l'école, donc je trouvais que ça aussi c'était un merveilleux compromis parce que je pouvais travailler sur place et avoir un cadre de vie qui était absolument exceptionnel et en faire profiter évidemment ma famille. Et donc ça a été un déclic. Donc c'est quand même évidemment au départ ma compétence de parler russe qui m'a appelée là-bas. Qui m'a appelé, on va dire ça comme ça, c'est un lapsus révélateur peut-être. Et puis assez rapidement, en fait, le milieu des saisons, on retrouve la plupart des gens vivent l'hiver, vivent ou travaillent ou exercent professionnellement à Courchevel l'hiver et à Saint-Tropez l'été. Donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé Saint-Tropez. Et puis Paris, Paris c'est là où je suis née, c'est là où j'ai en fait on va dire mon siège administratif si je puis dire et voilà donc c'était naturel, oui. C'était naturel et ça m'a permis aussi de répondre à un autre intérêt qui m'habite, qui est d'avoir un mode de vie un peu nomade. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vis plus dans les 3 endroits, mais je garde un pied dans chacun. Et que doit-on retenir de ces marchés en ce moment ? Toujours pour l'immobilier de prestige, bien sûr. Alors, il y a pas mal de choses à retenir. Je mettrais Paris à part quand même, parce que Paris, en fait, j'y suis un peu par opportunité, c'est-à-dire grâce à des propriétaires et des acquéreurs qui sont dans les 2 autres endroits et qui me confient des biens. Donc, toujours sur un immobilier de prestige, mais on va dire que ce n'est pas mon cœur de métier et ce n'est vraiment pas mon cœur d'expertise. Un peu l'effet ricochet. Tout à fait.
Sur Saint-Tropez et sur Courchevel, ce sont deux marchés assez différents. Ce qu'ils ont en commun déjà, c'est que ce sont des destinations touristiques. Au départ, c'est l'immobilier locatif, la location saisonnière haut de gamme, qui m'a fait travailler là-bas. Et puis, dans un second temps, la transaction. Je dirais que sur Saint-Tropez, c'est un marché qui est quand même très dynamique. Que peut-être là, comme le disent aussi beaucoup d'opérateurs, on est sorti un petit peu de l'euphorie post-Covid, où on a eu énormément de projets immobiliers, beaucoup de constructions, etc. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de biens à la location. Il y a une concurrence dans l'offre de maisons à la location de prestige qui est assez énorme. Il y a aussi beaucoup d'opérateurs sur place, de professionnels qui proposent des biens, plus des locaux et puis des internationaux. Et puis, donc là, il y a vraiment, c'est un marché aujourd'hui qui est à forte concurrence, où je pense qu'il faut travailler beaucoup son profil locataire, son profil acquéreur pour se faire une place. Et ça reste quand même des marchés où on va travailler beaucoup au carnet d'adresses. C'est difficile de faire, alors là, je dirais même en dehors de la structure qu'on peut avoir, si on fait vraiment du très haut de gamme en location saisonnière, c'est difficile de faire vraiment du grand volume. On va rester sur des produits d'exception et puis on va dire des demandes un peu exceptionnelles. Après, le marché, il est ultra concurrentiel sur des locations qui vont jusqu'à à peu près 50 000 euros par semaine. Là, vous avez vraiment une déferlante, une grosse concurrence. Courchevel, c'est encore autre chose parce que Courchevel, c'est un petit... comment dirais-je, c'est un plus petit terrain de jeu. Saint-Tropez, quand je dis Saint-Tropez, c'est Saint-Tropez, Gassin, Ramatuelle. Et là, on a énormément de maisons, de biens à la location. Mais Courchevel, c'est beaucoup plus petit. Vous avez à Courchevel 1850, voilà, si vous avez 200 chalets, et on ne pourra pas en faire 1000. Donc, de toute façon, le marché, il est sélectif, mais il a peut-être une lecture un peu plus simple, on va dire. Les attentes de ces clients, de vos clients sur ces segments, est-ce qu'elles ont évolué et comment ? Oui, alors il y a plusieurs choses qui ont évolué, mais déjà je dirais qu'il y a toujours une demande plus forte de professionnalisation et de niveau de prestation de service sur les produits qu'on propose, et quelle que soit la nationalité des clients. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise le plus. Si je parle vraiment de la location de biens de prestige, vous avez une demande qui est vraiment plus normée, plus standardisée. En fait, c'est assez paradoxal, si vous voulez, parce que d'un côté, les gens viennent rechercher l'identité française, le village de Saint-Tropez, le ski à Courchevel. Mais en fait, quand ils choisissent un produit, ils vont vouloir des produits malgré tout assez standardisés en termes de décoration, en termes de standing. Et donc, ils vont vouloir se caler sur des niveaux de prestations type ce que vous pouvez trouver en hôtellerie très haut de gamme, 5 étoiles ou palace. Est-ce que vous avez pu constater les effets du phénomène des digital nomades, par exemple, également ? Oui, c'est un vrai phénomène. Pour moi, ça va avec tout simplement la mondialisation, la possibilité, grâce aux technologies, de vivre et de travailler de partout. D'ailleurs, on le voit aussi dans tout ce qui est domaine de la construction de maisons, de projets, etc. On veut des lieux qui permettent en fait aux gens de travailler, d'être connectés. La première question qu'on me posait, ou qu'on me pose toujours, mais moins maintenant, j'avoue, quand on arrivait pour une location à Saint-Tropez, c'était le code du Wi-Fi. Est-ce que le Wi-Fi fonctionne bien ? Et maintenant, je me surprends, parce que là, j'ai un dossier sur une location d'un bien aux Seychelles, et je me suis surprise à poser la même question, parce qu'en fait, c'est essentiel pour les gens aujourd'hui. Vous pouvez avoir une panne d'eau chaude, mais vous ne pouvez pas avoir une panne de Wi-Fi. Ça ne fonctionne pas. Donc, je force le trait, mais c'est vraiment ça. Donc, les digital nomades, oui. Et d'ailleurs, peut-être j'en suis une aussi, finalement. Et moi, je trouve ça merveilleux d'avoir la possibilité de vivre dans plusieurs endroits, de découvrir plusieurs endroits, même si ça demande en fait une grande logistique derrière, parce que ça complexifie beaucoup de choses.
Alors j'ai une question un peu espiègle alors à vous poser, puisque sur ce compte Instagram, bien, vous partagez avec ceux qui vous suivent des instants de votre vie dans des lieux magnifiques, toujours haut de gamme. Où se trouve votre bureau? Et puis est-ce qu'il est aussi glamour que votre compte Instagram? Pas du tout. Donc la question, elle a tout son sens. Et elle m'a amené tout récemment en discutant avec d'autres blogueuses sur une réflexion qui est absolument essentielle. Donc, pardon, je dévie un petit peu de la question, mais on se demandait jusqu'à où on pouvait aller dans ce qu'on présentait sur nos comptes. Et franchement, aujourd'hui, on est dans un monde, là je parle des réseaux sociaux, où on veut toujours présenter le meilleur et ça devient presque une déformation. Mais comment présenter les coulisses ? C'est pas du tout évident. Il y a plusieurs écoles pour ça. Alors moi j'ai pris le parti de montrer des choses, qui ont attrait avec des produits que je vends. Je ne les vends pas comme étant mon habitation. Donc j'avoue que c'est un peu, je vends quand même du rêve. Est-ce que ça ferait rêver les gens de me voir sur mon canapé? Je sais pas. Franchement je sais pas. Mais l'idée c'était de rester quand même proche de mes produits au niveau professionnel et de les présenter, de présenter les plus, les moins. Alors j'ai plutôt moi un tempérament à mettre en avant en fait ce qui est beau, ce qui est fort, plutôt que le contraire. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion à avoir, parce que jusqu'où peut-on aller? Oui. Voilà. Et c'est une réflexion qui est intéressante aussi même pour les jeunes, parce que eux, ils sont aussi un peu déformés. C'est un peu dur pour eux de voir tout le temps des choses très aseptisées, très parfaites. C'est pas la vie, en fait. Voilà. Alors, par contre, il y a des jours où je me dis, je montrerai bien, en fait, mes challenges et mes problèmes d'entrepreneur, les jours où les jours où on est découragé, le jour où on n'a pas de réponse, le jour où on ne sait pas qui appeler parce qu'on a une difficulté, le jour où on a une décision à prendre sur un arbitrage et on ne sait pas quoi faire. Et tout ça, en fait, fait partie de mon quotidien, mais je n'ai pas encore la réponse à cette question. Comment je peux le partager et de toute façon en gardant toujours un angle constructif. Alors, peut-être que d'ici quelques années, j'écrirai les coulisses de mon succès. Mais pour l'instant, et donc pour répondre à votre question sur le bureau, donc administrativement, en fait, je suis enregistrée dans le 8e, mais la plupart de mon temps, en fait, mon bureau, c'est à la maison. Et à Saint-Tropez, c'est à la maison aussi. Et vous qui êtes l'heureuse titulaire d'un compte Instagram avec presque 45 000 abonnés, comment fait-on pour atteindre ce nombre d'abonnés quand on est Dorothée Truchot? Parce que je pense que nos auditeurs auront bien évidemment envie de vous demander la recette de ce succès. Alors, c'est une très longue recette. Oui. Déjà, aujourd'hui, pour arriver à ce nombre d'abonnés sur Instagram, sans en passer par un statut de célébrité ou sans passer par des moyens marketing énormes, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. J'ai commencé ce compte il y a 8 ans et j'ai eu la chance d'avoir 2 community managers qui étaient en Ukraine, qui étaient des filles incroyables. Alors, en plus, Instagram fonctionnait différemment, parce que là aussi... au niveau technologique, c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu et c'est que ça va continuer encore, parce qu'avec l'intelligence artificielle intégrée dans les réseaux sociaux, on a encore des possibilités qui vont être démultipliées et les algorithmes aujourd'hui sont devenus vraiment complexes. Mais j'ai eu cette chance en fait de travailler avec 2 filles qui étaient géniales et qui avaient vraiment envie que je sois mise en avant. Et donc, elles ont utilisé plein de techniques qui n'existent plus, en fait, aujourd'hui. Donc, certaines existent, d'autres non. Ça m'a permis d'atteindre ce nombre d'abonnés. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est pas du tout idéal, parce que en termes de statistiques, c'est pas ça. On devient complètement stupide avec les statistiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on poste une story, qu'on poste un truc, on regarde. Ça devient presque un non-sens. Donc il faut revenir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie tendance pour le micro-blogging. Et si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui sur Instagram, il faut juste viser en fait son public et essayer de le toucher lui. Et c'est tout ce qu'il y a comme intérêt en fait. Il vaut mieux viser 100 personnes et que ces 100 personnes, vous ayez un impact auprès d'elles, que d'avoir un tout petit pourcentage sur une grosse masse. Voilà. Donc aujourd'hui, mon but sur Instagram, c'est vraiment de toucher un maximum en fait
mon public, je veux dire par là mes acquéreurs, les gens qui sont à l'étranger, mon réseau local de personnes avec qui je travaille pour les alimenter aussi. Et puis, à partir de là, que eux, en fait, le contenu leur plaise, les intéresse. Et puis le reste, la masse, c'est pas très important. Quand je vous écoute, je me dis qu'au fond, vous aimez le beau, évidemment, avec l'immobilier de prestige, mais vous recherchez surtout peut-être l'authenticité. Ah ça me fait très plaisir d'entendre ça. Mais vraiment, au fond, oui, c'est vrai. Enfin, d'ailleurs, c'est pas au fond. Je recherche l'authenticité et dans tout. Et je pense que c'est un mélange que je trouvais, une équation que je trouvais difficile à établir au départ quand je me suis lancée vraiment dans le luxe, avec des moyens qui n'étaient pas du tout ceux du luxe, mais de rester authentique. Et malgré tout, il y a quand même un truc que je trouve assez extraordinaire. L'authenticité répond à l'authenticité. Donc finalement, les gens, quand ils sont réceptifs à ça, vous avez aussi on va dire une vraie résonance et un vrai écho. Il n'y a que ça qui m'intéresse au fond. C'est vrai. Ouais. Et si ça va avec le beau, c'est parfait. Merci Dorothée Truchot. Merci Anne-Sandrine. Bonne journée.